réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve notre chroniqueur politique Nathalie Normando. Salut Nathalie. Salut Philippe. Je ne peux m'empêcher de réagir aux commentaires de Meeker de Catherine sur le Canadien de Montréal. Moi, j'ai envie de te dire, Philippe, là, bientôt, ça va nous prendre une psychothérapie de groupe. Là, je veux dire, c'est... Non, mais je trouvais le commentaire de Catherine fort intéressant. On a une relation bipolaire par rapport aux Canadiens. Et c'est fascinant ce qui se passe. Mais pourquoi on a une relation si émotive? C'est que c'est tellement une équipe qui est importante dans nos vies, dans notre identité. Écoute, on a les attentes au plafond. Ils nous ont vendu la reconstruction comme si c'était l'idée du siècle. Tu comprends, Philippe? Là, écoute, mais là, ça fait... c'est un peu décourageant. Et puis, tous les espoirs de tout le Québec reposent maintenant sur le Canadien, sur le plan sportif. Depuis le départ des Nordiques, il y a un monopole pour le Canadien. Et ça a changé, à mon avis, beaucoup de choses aussi. Et pas pour le mieux pour le Canadien, mais on pourra en parler une autre fois. Quand tu as moins de compétition, de concurrence directe, pour moi, ça a un impact important. Nathalie, hier, quand on s'est quitté à la fin de ta chronique, je t'ai souhaité un bon week-end parce qu'habituellement, on ne se parle pas le vendredi, mais on a décidé de faire exception aujourd'hui. Je te remercie d'être là. Pourquoi? Parce que c'est une grosse fin de semaine pour le Parti libéral du Québec. Ça commence ce soir à Lévis, un grand rassemblement du Parti libéral. Plus de 500 militants qui sont attendus. Et tout ça, il y a les candidats à les chefferies. Il y en a un qui a bien préparé le terrain. Il s'appelle Pablo Rodriguez et comme par magie, ce matin, est dévoilé une lettre où 40 personnes, membres du Parti libéral du Québec, lui donnent leur appui en vue de la chefferie du Parti libéral du Québec, notamment d'anciens ministres de Philippe Couillard et même d'anciens ministres là, qui remontent à encore plus longtemps. Oui. Alors, ce congrès-là, je suis curieux de t'entendre là-dessus. C'est un peu inespéré que le Parti libéral du Québec se retrouve à ce stade-là aujourd'hui, alors qu'ils ont connu beaucoup d'ennuis dans les sondages au cours des 2 dernières années. Oui, qui l'eût cru, qui l'eut cru. Mais le soleil pointe à l'horizon pour le Parti libéral du Québec. Tu parlais du nombre de participants, 500 militants et militantes inscrits. C'est gros pour un conseil général. Habituellement, c'est autour de 300-350 participants. Là, les 5 candidats à la chefferie seront sur place et le parti a décidé de mener une grande réflexion sur de grands enjeux qui touchent le Québec. Il sera beaucoup question de réforme de l'éducation. Le parti va débattre en fait de la pertinence ou non de la création d'un ordre professionnel pour les enseignants. Mais ça aussi, je pense que ça fait assez consensus chez les Québécois. Mais là où ça ne fait pas consensus, c'est sur l'idée de repousser l'âge obligatoire de fréquentation scolaire à 18 ans plutôt qu'à 16 ans. Ça, c'est une proposition qui sera débattue en fin de semaine. Et on veut, en fait, pourquoi? Parce qu'on veut faire de la persévérance et de la réussite scolaire là, un grand enjeu de société. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels, bien sûr, les libéraux vont débattre. Le financement des écoles religieuses, ça, c'est un sujet aussi qui va peut-être déchirer les passions parce que, traditionnellement, la position du Parti libéral en la matière, c'est de dire que on n'est pas contre, on n'est pas opposé au financement des écoles religieuses, mais aujourd'hui, en 2024, la population est ailleurs sur cet enjeu. Je t'écoute, Nathalie, puis j'ai l'impression qu'il y a quand même un éléphant dans la pièce. Pour moi, il y a un seul sujet dans ce congrès général, c'est qui va devenir chef l'an prochain, en 2025. Raison. Et on sait, là, Pablo Rodriguez a joué une carte très forte là, avec cette lettre d'appui qui est signée par 40 personnes. Les autres candidats à la chefferie sont là également. Charles Milliard, Frédéric Beauchemin, Denis Coderre, Marc Bélanger. Mais il me semble qu'en coulisses, c'est là que ça va se passer. Oui. C'est comment chacun des candidats à la chefferie va se positionner auprès des militants et des militantes. On peut dire que Pablo Rodriguez était attendu. Et rappelle-toi, sa candidature est arrivée de manière assez tardive. Hein? Oui. On s'attendait pas du tout à sa candidature. Et là, il s'est organisé depuis qu'il a annoncé ses intentions. Mais là, on a hâte de l'entendre. On l'a entendu une fois publiquement sur le plateau de Tout le monde en parle, mais depuis, on ne l'a pas entendu. Silence radio. Silence radio. Remarque, c'est correct, c'est stratégique. Il fait les sorties au moment où c'est opportun de le faire. Tu peux pas tirer là, sur tout ce qui bouge, comme on dit en bon français. Et en fin de semaine, il aura les micros sous le nez. C'est sûr qu'on va l'entendre, mais Pablo Rodriguez est très bien positionné. Et les militants ont compris et comprennent que Pablo Rodriguez pourrait
permettre au parti de renaître de ses cendres d'une certaine façon s'il devenait chef du Parti libéral du Québec. Comment le Parti libéral du Québec, Nathalie, peut reconquérir le cœur des francophones au Québec? Bien, tout d'abord, en projetant l'image d'un parti qui n'est pas celui des anglophones. Parce qu'en fin de semaine, il sera beaucoup question aussi de propositions touchant la communauté anglophone. Mais à un moment donné, oui, c'est bien de défendre les intérêts de la communauté anglophone, c'est parfait, mais à un moment donné, il faut aller au-delà de ça. Là. Parce que dans l'œil du public, le Parti libéral du Québec est encore aujourd'hui perçu comme le parti des anglophones. Alors, il faut se détacher de cette image qui fait en sorte qu'on a beaucoup de difficultés à renouer avec les francophones. Ça, il y a un enjeu de perception. Il y a un enjeu aussi lié au message qu'on va utiliser pour renouer justement avec les francophones. Puis ça prend un message simple, en même temps très efficace. Ouais. Puis il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé cette semaine aux États-Unis. La grande force de Trump, je te le disais, c'est d'avoir mis des mots sur la colère des électeurs. Les gens souffrent. L'inflation, ça fait très mal. On a beau nous dire là, que l'économie va bien, bien, dans ton panier d'épicerie, dans ce que tu payes pour ton logement, ça ne paraît pas. Alors, le parti devra... dans le fond, se positionner sur des enjeux qui sont d'actualité. En fait, ce qu'on s'attend, Philippe, c'est le PLQ 2.0, là, ça ressemble à quoi? Ça va ressembler à quoi lors de la prochaine élection? Alors, ça sera au futur chef aussi à le définir en grande partie. Et là, on verra ça plus tard. Alors, ça va être très intéressant de suivre ça ce week-end, de voir comment chacun d'entre eux va se positionner, comment ils vont répondre aux questions. Exactement. Il y aura des questions difficiles qui vont être posées par les journalistes. Donc, c'est un premier exercice. En fin de semaine, Philippe, dans les médias, on va entendre parler à peu près que de ça, là, parce que ça commence ce soir, ça se termine dimanche midi. Alors imagine, tu as 5 candidats qui veulent se positionner. Vous allez beaucoup entendre Denis Coderre, évidemment, qui va chercher les micros, les caméras, qui aura certainement des choses à dire sur plusieurs sujets. Alors oui, un congrès qui va faire beaucoup parler de lui. Conseil général. Oui, voilà, conseil général. Donc, je le rappelle, plus de 500 militants. Ça se passe à Lévis. Ça commence ce soir. Ça se poursuit jusqu'à dimanche. Nathalie, j'ai déjà hâte de t'en parler en début de semaine prochaine. Oui. Salut, je te souhaite un excellent week-end. Merci, Philippe. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Bye bye. Bye Minou. Une anesthésie, c'est toujours un risque dans le fond. Juste tenir le patient, parfait. Si on n'intervient pas, il peut y avoir un impact sur la fonction cardiaque. Allô Malik? À l'âge de 4 mois, il a fallu y enlever ses 2 reins. Dans quelques jours, Malik va recevoir mon rein. Il n'y a pas un plus beau cadeau que ce qu'elle offre à son fils. C'est une deuxième naissance. C'est l'extrait d'une nouvelle série qui est disponible sur Crave depuis hier. 10 épisodes d'environ une demi-heure qui s'intitule Salle d'opération. Et dans Salle d'opération, on plonge dans l'univers du CHU Sainte-Justine. C'est une série qui est à la fois touchante, qui va vraiment remouer beaucoup de sentiments chez les téléspectateurs, les téléspectatrices. J'en suis convaincu. Pour en discuter, je reçois le réalisateur Bernard Lafrenière. Bernard, bonjour. Bonjour. Et le docteur Nelson Piché, qui est chirurgien pédiatrique au CHU Sainte-Justine. Docteur Piché, bonjour. Bonjour. Bernard, comment ce projet-là a été développé? Ce projet-là a été développé suite à un autre qu'on a fait chez Attraction à Sainte-Justine, il y a 5 ans, et qui se passait à l'unité des naissances, mais la COVID est arrivée. Et tourné dans un hôpital pendant la COVID, mettons que ça a mis fin au projet. Quelques années plus tard, on a essayé de retravailler, puis on a trouvé que la salle d'opération était un bel univers pour vraiment passer 25 jours de tournage. Pourquoi c'est important de faire une série comme celle-là? C'est important parce que ça montre vraiment comment ça se passe à l'intérieur. Il n'y a rien comme un documentaire d'observation pour voir comment ça se passe. Il pourra avoir du documentaire d'enquête après qui montre ce qui se passe de pas correct ou tout ça, mais les êtres humains qui travaillent à l'intérieur des hôpitaux, c'est des gens qui soignent, c'est des gens qui prennent vraiment soin des gens. Je pense que c'est important de montrer comment ça se passe. Docteur Piché, vous travaillez quotidiennement au CHU Sainte-Justine. On apprend notamment dans le documentaire qu'il y a 12 000 interventions chirurgicales par année, donc une quarantaine par jour, et il y en a un bon nombre qui sont planifiées, mais il y en a, et vous me le disiez, il y a un moment avant d'entrer en onde, il y en a qui arrivent en urgence le soir à 3-4 heures du matin quand il faut opérer. Il faut opérer. C'est comment travailler dans un environnement comme celui-là avec des enfants qui sont malades? C'est sûr que c'est un milieu qui est très spécial. C'est pas donné à toutes les familles de devoir se rendre en salle d'opération.
Hein? C'est pas toutes les familles qui ont sur leur trajectoire la nécessité de passer sous le bistouri ou sous le scalpel, si on veut. Puis quand c'est d'urgence, c'est encore plus spécial puis encore plus touchant pour ces familles-là. On réalise bien quand on travaille au bloc opératoire que c'est quelque chose d'assez spécial en tant que chirurgien, infirmier, puis tous les autres membres du personnel qui sont là. On travaille dans des situations qui sont souvent très urgentes, très difficiles. Mais il y a un sentiment de satisfaction de pouvoir faire une différence dans la vie de ces familles-là. Puis je pense qu'il y a une certaine fierté qui découle de ça. Je pense qu'on est très, très content de ce qu'on fait, puis de donner les efforts supplémentaires, de mettre le temps additionnel, de se creuser la tête, de pousser l'enveloppe pour offrir à ces familles-là vraiment ce qu'il y a de mieux, ce qui se fait de mieux en termes de soins chirurgicaux. Puis ça, c'est vraiment, je pense, une des forces de cette série-là. On montre à quel point on y va d'arrache-pied, puis on pousse l'enveloppe, puis on essaie d'offrir vraiment ce qui se fait, je me répète, mais ce qui se fait de mieux pour être sûr que nos petits patients québécois reçoivent là, le top du top en termes de soins chirurgicaux. Vous côtoyez des enfants qui sont malades, là, qui ont des opérations qui sont très importantes, remplacement d'un rein, greffe d'un rein, par exemple, à 4 ou 5 ans. Vous côtoyez des parents qui sont inquiets, qui n'ont pas dormi pendant des nuits et des nuits. Vous côtoyez des grands-papas, des grands-mamans qui pleurent en voyant, qui pleurent d'inquiétude en voyant ce qui arrive à leur petit enfant. Est-ce que c'est difficile pour vous et toute l'équipe de demeurer flegmatique, de garder votre sang-froid dans un univers qui me semble baigné dans tellement d'émotions? C'est sûr que si on était plongé là-dedans du jour au lendemain, ça serait insupportable. Mais c'est un apprentissage qui se fait de façon graduelle, de par notre formation, puis avec une exposition de plus en plus, une exposition répétée de plus en plus intense. Que ce soit pour les infirmiers, infirmières, les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes. On passe pas du jour au lendemain à « je m'en vais en médecine », puis le lendemain, je gère une famille qui doit décider si oui ou non on procède avec une chirurgie pour laquelle il y a des risques majeurs, peut-être même de décès. C'est quelque chose qui se fait de façon graduelle, mais ça demeure que ça fait quand même partie de ce qu'on doit expérimenter. C'est sûr que quand tu as la vie d'un enfant entre tes mains, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit habitué ou pas, qu'on a une expérience ou pas face à ça, ça demeure qu'il y a une composante émotionnelle qu'on ne peut pas éliminer complètement. Puis c'est ce qui fait, je pense, entre autres, qu'on donne des soins qui sont très humains. On réalise à quel point ces familles-là, la vie aura mis sur leur chemin quelque chose qui est très, très difficile, des très grosses épreuves. Puis c'est notre job de faire en sorte que ce soit le moins traumatisant possible. Puis la série que Bernard a créée, c'est absolument merveilleux de pouvoir montrer à quel point ces familles-là et ces enfants-là ont une résilience puis une capacité de faire face à ces épreuves-là de façon tellement courageuse. Tu sais, selon moi, ce sont les vedettes modernes de notre société. Qu'est-ce que ça prend pour être une vedette? Ça prend une performance qui est hors pair, qui est exceptionnelle. Puis on atteint ça comment, cette performance-là? Bien, à force d'efforts, d'énergie, de sacrifices. C'est pas toujours facile. Ces familles-là passent à travers là. Ces équipes traitantes passent à travers ça. Ils font des performances absolument exceptionnelles. Fait que pour avoir des vedettes, ce qui nous manquait, c'est un peu ce rayonnement médiatique-là que Bernard nous a accordé, puis voilà. Bernard, vous, évidemment, vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas une formation médicale et vous vous êtes retrouvé plongé dans cet univers-là pendant des heures et des heures et des heures. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Le travail d'équipe, beaucoup. Quand on commence le tournage en salle d'opération, on se rend compte qu'il y a plein de petites fourmis qui travaillent. Puis, à un moment donné, c'est comme tout est prêt. Le patient arrive, tout le monde est prêt, tout l'appareil. Il y a un travail d'équipe incroyable avec les autres départements aussi. Hein. Des fois, ça prend du sang, ça prend des analyses, des prélèvements, toutes sortes de choses. Tout ça se fait de façon... les premières fois, on le voit même pas. Mais tout arrive en même temps. Sinon, la façon dont le personnel soignant traite les enfants, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. À quel point ils s'adaptent, parce qu'un enfant de 3 ans, c'est pas la même chose qu'une ado de 15 ans. On la traite pas de la même façon. Puis ils s'adaptent toujours à ça. Ils vont prendre plus de temps aussi, je dirais, qu'avec des adultes. Le facteur temps, des fois, il faut calmer l'enfant avant d'aller en opération. C'est drôle, Dr. Piché, vous parliez des vedettes dans la société, puis ces enfants-là, ces familles-là en sont à quelque part parce qu'ils font preuve de résilience. Plusieurs des enfants vont s'en tirer, puis avec l'appui de leurs parents, c'est absolument extraordinaire. Ils ont une force de caractère qui est splendide. Mais je veux revenir sur vos équipes. Vous, les médecins, les infirmières,
Bernard vient de mentionner également, là, tous les gens, toute l'équipe de soutien avec les différents professions qui aident. Il y a dans tout ça des grandes vedettes. Il y a du dévouement absolument extraordinaire. Les gens ne font pas simplement ça parce qu'il y a un chèque de paye à la fin de la journée. Là. Ça, c'est certain. Puis le nombre de gens qui choisissent de continuer à passer à travers le trafic, de payer le stationnement additionnel, d'avoir des coûts plus élevés pour travailler puis vivre à Montréal, mais de continuer à le faire parce qu'ils choisissent d'être à Sainte-Justine, c'est vraiment, pour moi, là, quelque chose qu'on voit de façon répétée. Puis ces infirmières-là, ce personnel-là qui choisit de travailler à Sainte-Justine, le font malgré le fait qu'ils savent que c'est exigeant, c'est très demandant. On met les patients vraiment à l'avant-plan de toutes nos décisions. Fait que parfois, quand le patient est à l'avant-plan, ça veut peut-être dire que tu vas être obligé de travailler plus que tu prévoyais. Ça veut peut-être dire que tu vas être obligé de rester plus longtemps, puis ainsi de suite. Puis c'est ce qui fait en sorte que c'est merveilleux, mais c'est assez difficile aussi de travailler à Sainte-Justine. C'est un choix, puis ceux qui sont là l'ont fait par choix, puis on les salue grandement. On est très contents de les avoir avec nous. Ouais, je dois dire que Dr Piché a développé une spécialisation en chirurgie oncologique. Donc, on ne peut pas dire qu'il choisit la facilité. Non. Donc, c'est des enfants qui sont gravement malades. Atteints du cancer. Oui. Avec des mauvaises nouvelles annoncées très souvent. Ben écoutez, c'est splendide. Et puis, je pense qu'une des façons de rendre hommage à votre travail, Dr Piché, ainsi qu'à celui de tous vos collègues, c'est de regarder cette série de Bernard, une série absolument magnifique, touchante. Un petit peu, moi, je l'intitule, c'est la beauté qui fait pleurer à quelque part, parce qu'on pleure d'émotion en écoutant ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été Allez avec voir nous. Ça, c'est vraiment une bonne série. Oui, tout à fait. C'est sur Crave. Donc, tous les épisodes sont maintenant déposés depuis hier. Ça s'intitule Salle d'opération. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Catherine, il y a des gens très, très talentueux qui, en plus, ont un talent caché. Oui. On reçoit la chef d'antenne à TVA, Sophie Thibault, qui signe un deuxième livre de photographie, Photosensible. Le dernier, c'était il y a 8 ans. Ça s'intitulait Dans ma nature. Et elle est avec nous. Bonjour, Sophie. Bonjour, Bienvenue. Catherine. Bonjour, Philippe. Merci pour l'invitation. C'est très gentil. J'ai lu que, c'est dans le livre, c'est écrit, une photo, c'est une intention. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une partie de l'âme de Sophie Thibault qui se retrouve dans ce livre-là? J'espère. Parce que j'ai l'impression il y a peut-être peu de gens qui le savaient à quel point il y avait une passion pour la photo. Je pense que ça avait été dit, c'est pas caché, mais les gens peut-être ne pensent pas à ça quand ils regardent le bulletin de nouvelles à TVA. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'on découvre Sophie Thibault sous un autre jour. C'est comme la face cachée de Sophie Thibault. Donc, vous avez fait une belle découverte. Oui, c'est ce que je conclue. Tout à fait. Les photos sont absolument magnifiques. Oui, vous aimez. Ben, c'est une passion folle. Hein. Ça fait depuis 2012, là, plus sérieusement, depuis que j'ai reçu en cadeau un appareil numérique. Et j'ai découvert la joie, le bonheur du numérique. Tu sais, le petit bouton corbeille en bas, là, tu peux prendre 3000 photos, en acheter 2880, là, comme ça. Là. C'est le fun, hein? C'est merveilleux. Est-ce que les photos dans le livre, qui sont magnifiques parce qu'elles sont regroupées sous différentes thématiques, est-ce qu'il y a du travail après qui est ajouté sur la photo? Oui, donc absolument. Elles sont traitées. Là. Oui, j'ai un logiciel de post-traitement, Lightroom, pour ceux qui connaissent. Et c'est quand même un certain temps par la suite, mais pas trop, parce que je veux pas non plus dénaturer un peu les photos que je prends. Mais je suis un peu obsédée de netteté. Alors ça c'est du travail par la suite avec les logiciels que j'ai. Mais je fais attention. Comme un moment donné, je faisais du HDR, je trouvais ça un peu pas très naturel. J'ai arrêté ça. À un moment donné, tu satures un peu trop. Tu sais, c'est des essais et erreurs au début. Alors, je me suis un peu le Camille Pompon. Là, puis, j'essaie de pas trop traiter, pas trop post-traiter. Sophie, prendre des photos, être photographe, c'est être une artiste là, à quelque part. Surtout un livre comme celui-là, ce sont des photos. Tu touches à quelque chose. Ben, voilà, exactement. Alors, est-ce que tu as toujours eu ça en toi, ce côté artistique? Écoute, la chanson « J'aurais voulu être un artiste » là, de Claude, là, je dirais que ça résume assez bien. C'est vrai? Oui, je réalise qu'il y a un côté frustré. J'adore la création et ce que j'ai vécu, notamment avec Diane Dufresne, quand j'ai passé presque 14 heures avec elle à la prendre en photo, à la fin, on les voit à la fin du livre. Cette journée-là m'a confirmé à quel point le processus créatif... Je trouve ça fabuleux et je suis jamais là-dedans, sauf, je vous dirais, quand j'écris, mais quand on écrit des précèdes, on s'entend qu'on n'est pas dans l'art. Et là, on est ailleurs. Et ça me permet
vous le disiez, j'imagine de révéler une partie de mon âme, ou en tout cas dans tout le processus, dans la recherche, dans le travail, dans l'amour que j'ai pour le bois, pour l'animal, pour la montagne autour de chez nous à Saint-Bruno. Il y a quelque chose qui est lié profondément à la nature, mais aussi à l'œil. Tu sais, on a un regard, et ce regard-là, j'espère, on le perçoit. Tu sais, c'est bien de respirer, mais c'est encore mieux d'avoir le souffle coupé. Puis le souffle coupé par quelque chose de puissant que tu as vu, ça passe par toi. Puis en même temps, je reste dans la communication. Je réalise que je suis une femme qui aime communiquer, qui aime partager. Je reste dans la communication, mais d'une autre manière. Et en offrant la beauté du monde au lieu des laideurs de la vie en général. Ben, la beauté du monde, c'est justement Diane Dufresne. Voilà. Je veux qu'on... Ben oui, c'est ça. Je veux qu'on en parle avant de revenir sur l'expérience photo. Diane Dufresne, c'est un peu différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est-à-dire de photographier un être humain, parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de nature des animaux, c'était comme la première fois que vous vous retrouviez devant un être humain, puis vous avez comme eu peur à un moment donné en disant qu'est-ce que je suis en train de faire. Il y a tellement de monde qui l'ont photographié, cette femme-là. En plus, c'est ça, exactement. Puis pas les moindres photographes, on s'entend. Donc, ça avait été beaucoup fait. Mais effectivement, tu as raison, je ne prends pas d'humain. Moi, je me consacre vraiment à la nature, l'animalier, les oiseaux et tout. Alors, c'était mon premier projet humain. Et il fallait en plus que je prenne des photos dans un musée. Imagine une sorte de musée, si tu veux, avec des spots au plafond. Alors, imaginez le post-traitement de ces photos-là. Je me suis lancée là-dedans, mais... Elle s'est laissée faire, parce que, on sait, elle n'est pas toujours facile, Diane Dufresne. Mais c'est elle qui me l'a demandé. Okay. C'est elle et Richard Langevin, son conjoint, son adorable conjoint, qui me l'ont demandé, parce qu'on se connaissait un peu. Puis Diane, elle est comme ça, elle fait confiance. Puis on s'aime beaucoup. Puis elle m'a dit, bon, je te confie ça, on a un beau projet et tout. Puis elle m'annonce ça sur le coin d'une table. Puis là, j'arrive, et là, je réalise toute son équipe est autour d'elle. Et on fait 14 heures de shooting incroyable. Et j'ai fait des tests de lumière. J'avais jamais fait ça, là, très sérieusement. On s'entend, j'avais un petit studio dans mon chalet, mais c'est à peu près tout. Et c'était Diane Dufresne, et il fallait que ça donne des résultats. Alors, ça a été un projet humain assez extraordinaire. Puis on parlait de création, Philippe, ça m'a révélé l'importance de la création et tout. Puis c'est un monde aussi. Travailler avec Diane, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai fait un petit bout de chanson là, sur son dernier disque. C'est un monde éclaté. On fait ce qu'on veut. Tout est permis. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de règles. C'est une liberté extraordinaire que, évidemment, je ne vis pas dans mon quotidien. Il y a l'éclipse. Oui. Ça, il y a un petit dossier Éclipse dans le livre où vous parlez de cette journée où vous êtes allé photographier l'éclipse. Il y avait les équipes de tournage de TVA qui étaient sur le toit de TVA. L'équipe avec Julie aussi, qui était au parc Jean-Drapeau, avec Diane qui chantait. Exactement. Devant 100 000 tout est dans tout. Tout est dans tout. Ça a eu l'air d'être un moment, j'imagine, on l'a vécu collectivement, cette éclipse, mais ça a eu l'air d'avoir une signification particulière. Profonde. Oui. Profonde. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été attirée par le firmament, et c'était un moment où tout le monde regardait au même endroit, c'est-à-dire le ciel. En plus, Diane me disait par la suite, c'est curieux de chanter en plein jour. C'est la première fois qu'elle faisait ça, mais je pense qu'on a tous assisté à un phénomène grandiose. Ça arrive pas tous les jours, on s'entend, une éclipse pareille. Et on a tous été... moi, j'en parle à plein de gens là, qui l'ont vécu, puis qui ont été complètement renversés par la beauté, par le phénomène, par la lumière, tout était exceptionnel. Et moi, j'avais 2 chapeaux ce jour-là. C'est ça qui était fabuleux. J'étais sur le toit. Il fallait que je prépare... L'émission le bulletin de nouvelles. Le bulletin qui suivait. L'entrevue avec Diane à 17h20. Et il fallait que je réussisse mes photos qui allaient nourrir le bulletin. Alors, il y était comme 15h20 quand ça a commencé. Je faisais une entrevue avec Julie aussi, avec mon collègue Paul. En fait, je peux pas vous dire ma fébrilité ce jour-là. Là, Paul me regardait avec les yeux croches. Je me demandais quelle bébite était à côté de lui. J'étais, mais dans un état. En même temps, tout a bien été. Tout a été fluide. Le résultat est absolument extraordinaire. Et j'ai réussi mes photos. Oui, voilà. Oui. Sophie, tu disais un petit peu plus tôt dans la conversation que la beauté du monde, finalement, on ne la voyait peut-être pas assez souvent. Puis on sait, quand on anime un bulletin de nouvelles, là, c'est pas Jojo à tous les jours. À ça, dans cet aspect-là, est-ce que la photo, c'est un refuge pour toi? Absolument. Excellente analyse. Oui, tout à fait. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Ça me permet d'assumer, d'assimiler tout ce que je peux raconter, transmettre aux gens jour après jour. Puis ce vendredi-là ou ce samedi-là où je pars, où je m'évade, où je pars avec mes appareils,
C'est un ressourcement. Je me branche sur les arbres, puis sur la nature. Puis, et ce qui est curieux, c'est que tout arrive quand je fais de la photo. Je cherche une chouette lapone, elle m'attend. Elle est là. Mais c'est ça que je me demandais, ça se passe comment la journée? On part avec quoi? On se dit, on va photographier ça ou on marche puis on attend de trouver le sujet? Ou Ça dépend. Ça dépend si on veut faire du paysage, si on veut faire des oiseaux. Moi, généralement. Mais vous le savez en commençant la journée? Oui, l'intention. OK, l'intention. OK, c'est bon. Quand on part le matin, je sais pas, je veux faire des oiseaux, je sais qu'il y a des canards qui se tiennent à tel endroit, à bel oeil. Alors, j'y vais le matin, puis je suis équipée en fonction de. Je vais prendre, par exemple, une téléphoto, une longue lentille, une 600 mm. Si je vais faire du paysage, je vais apporter plutôt un grand angle ou. Alors, on choisit évidemment l'équipement selon ce qu'on fait, mais généralement, je te dirais, je me promène avec ma 200-600. C'est pas mal. Ça, c'est en arrière du livre. Oui. On vous voit avec une photo. Vous avez un objectif démentiellement gros. Oui. Un appareil photo de 50 livres, à peu près. Et c'est pas le plus gros. Ah non? Non. Faut être en forme quand même là, pour trimballer ça. Sais-tu quoi? Je me suis blessée au pouce à force de soutenir de très lourds canons. Là. Je me suis blessée au pouce et j'ai dû changer de moto à cause de ça, parce qu'il y avait vraiment un problème pour ah oui, pour faire de la moto? En bon français, oui, parce que quand on change de vitesse, ça nous prend... parce que tu fais de la moto en plus. Oui. Grande deuxième passion. Ben oui, ça voilà. aussi, les gens, je pense qu'il y a des gens qui ne le savaient pas. Et je joue de la batterie aussi, mais ça, j'ai dû arrêter ça. Ça fait trop de passion. Est-ce que tu es astronaute également? C'était mon rêve. Vois-tu? C'était mon rêve. Avoir été forte en sciences, je serais devenue sans doute astronaute ou astronome. Sophie, je voulais qu'on revienne sur le métier de chef d'antenne de façon rapide, mais le fait d'avoir changé de case horaire, est-ce que tu vois un grand changement dans ta vie? Comment tu le vois? Puis, tu sais, on vient de vivre des émotions fortes avec l'élection américaine. Oui. Oui et non. C'est-à-dire que c'est la continuité de l'info, mais c'est sûr que le 17h, c'est un bulletin d'une heure et demie. C'est un bulletin avec une énorme équipe en arrière. Il se passe beaucoup de choses, évidemment, l'après-midi. On est vraiment dans l'actualité très, très chaude. Je te dirais qu'au niveau du quotidien, c'est sûr que ma vie, moi, j'ai eu un horaire atypique toute ma vie, toute ma carrière. J'ai fait 36-37 ans que je suis à TVA. Je suis rentrée à l'époque de Télémétropole, à l'époque où on n'avait même pas de cellulaire, puis où on roulait des papiers. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette époque-là. C'était quelque chose, oui. Et là, puis on n'avait même pas d'ordinateur. Ça me donne une idée de mon âge. Alors, ça a beaucoup, beaucoup évolué, bien sûr, mais c'est ça. Le 17h, c'est vraiment un bulletin chargé, vivant, avec beaucoup de monde, beaucoup de directs. On est partout. C'est très, très, très stimulant. Beaucoup d'adrénaline? Beaucoup d'adrénaline, oui. Surtout quand il y a des événements. Mais je vous dirais que depuis que j'ai cette case-là, j'ai eu beaucoup de funérailles. J'ai eu beaucoup de funérailles. Oui, beaucoup de la reine, Yves Lafleur. C'est essentiellement dans les spéciales. Les cowboys fringants. Les cowboys fringants, exactement. Alors, les cowboys, mais en fait, c'est Carl Tremblay. Mais magnifique métier. C'est un magnifique métier. Tout à fait. On aime ça, hein? Oui. Ah oui, on aime ça. On aime ça depuis longtemps. Puis je pense qu'on va continuer d'aimer ça longtemps. Merci beaucoup, Sophie Thibault, d'avoir été avec nous. Catherine, c'est un volume magnifique. Oui, photo sensible de Sophie Thibault. Ça sort le 13. Oui, voilà. la semaine prochaine. Et on le retrouve aux éditions de l'Homme. Merci d'avoir été avec nous, Sophie. Bonne suite d'automne. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Quand je le sais, ce week-end, beaucoup de gens disent « Hey, avant que la neige arrive, avant que le froid soit là, on va ramasser les feuilles sur le terrain. » Mais est-ce que c'est une bonne idée de ramasser les feuilles sur le terrain? La réponse à ça pourrait peut-être vous surprendre. J'en parle avec Albert Mondor, qui est horticulteur et biologiste. Albert, bonjour. Bonjour, Philippe. Albert, est-ce qu'il faut ramasser les feuilles sur nos terrains? Bien, en fait, il ne faut pas les ramasser. Il n'y a pas d'obligation à le faire. Écoutez, c'est pas dramatique si on les enlève, là, parce que la majorité des gens le font. Mais si on se fie à la nature, moi, je trouve que la nature est probablement la meilleure conseillère là, en la matière. On regarde ce qui se passe dans les forêts. Si des schtroumpfs ou des farfadets allaient enlever toutes les feuilles à l'automne, il y aurait de sérieux problèmes. Parce que les feuilles mortes sont extrêmement utiles, sont essentielles, en fait, au fonctionnement des plantes. À quoi elles servent essentiellement? Bien, à plusieurs choses. D'abord, les feuilles mortes vont protéger le sol contre les gels et les dégels durant l'hiver, vont protéger le sol en l'absence de neige, vont protéger les plantes aussi, vont permettre aussi de donner asile à un paquet d'animaux bénéfiques.
des insectes notamment, des micro-organismes aussi. Et les feuilles vont servir de nourriture au printemps lorsqu'elles se décomposent, lorsqu'elles sont décomposées durant le printemps et l'été suivant par les micro-organismes, par les vers de terre aussi, puis les différents insectes. Ben, elles vont relarguer des éléments nutritifs qui sont essentiels aux plantes. Alors, elles ont énormément de bienfaits, les feuilles mortes. Alors, pourquoi, historiquement, on a toujours décidé de ramasser nos feuilles? Moi, il me semble que même quand j'étais petit gars, là, on se faisait des grosses piles de feuilles. Là, on se garochait dedans en courant. C'était bien le fun, mais après ça, on les mettait dans des sacs et on en disposait. Ben, écoutez, c'est toujours, ça, c'est un concept humain. Hein? C'est une vue de l'esprit. On aime que les terrains soient en fait propres. J'utilise le terme propre, mais est-ce que d'enlever les feuilles mortes, c'est nécessairement plus propre que quand il y a des feuilles mortes? C'est vraiment un concept humain, ça, cette idée de toujours enlever tous les débris qui jonchent le terrain. Et de les jeter aux ordures, ben écoutez, ça c'est probablement la chose la moins sympathique qu'on puisse faire. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les feuilles. D'abord, on peut participer à un programme de compostage municipal, ça c'est la première chose. Sinon, on fait du compost chez soi. On peut aussi faire de l'autocompostage. C'est-à-dire qu'on va les déchiqueter, on va passer la tondeuse dessus, puis on va les envoyer dans les plates-bandes, puis on va les enfouir dans le sol au printemps venu. On peut les laisser au sol durant l'hiver, puis au printemps, on pourra les enfouir, et ça va permettre donc, encore une fois, d'enrichir le sol, d'apporter de l'humus, puis d'apporter des éléments nutritifs. Alors, la pire chose qu'on peut se faire, à mon avis, c'est certainement de les jeter aux ordures. Ça encombre, évidemment, ça augmente la quantité de matière qu'on envoie dans les centres d'enfouissement. Puis, ben, ça produit du méthane aussi, hein. Lorsqu'elle se décompose en l'absence d'oxygène, ça produit du méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, plus puissant, en tout cas, que le gaz carbonique. Alors, on a tout intérêt à faire du compost. Ça produit de l'humus, qui est une matière extrêmement importante pour le sol. Ça apporte des éléments nutritifs. Puis, en plus, ça améliore la vie microbienne dans le sol. Donc, ça permet à tous les micro-organismes bénéfiques du sol d'avoir de la nourriture qui va leur permettre donc d'être en meilleure santé et d'avoir des populations plus importantes. Albert, de tout ce que tu dis, je retiens notamment l'importance de les déchiqueter, peut-être de passer la tondeuse sur le terrain pour déchiqueter les feuilles. Puis ça, ben, ça peut correspondre aussi à combler un besoin. Là. Les gens qui veulent bouger l'automne puis qui trouvent ça le fun de ramasser les feuilles parce que, justement, ils vont être dehors, ils vont faire un peu d'activité physique, ça sent bon, c'est le fun, une belle journée d'automne, on ramasse nos feuilles. Ben, si on ramasse plus nos feuilles, on perd ça. Par contre, on peut passer la tondeuse puis en les déchiquetant, et là, on va faire œuvre utile. Exactement. Si les gens ont vraiment envie de sortir dehors et de travailler sur le terrain, ben effectivement, pourquoi pas ramasser les feuilles et les déchiqueter avec la tondeuse, où il y a d'autres équipements aussi pour déchiqueter, là. Idéalement, encore une fois, si c'est possible, que ce soit des équipements électriques qui font moins de bruit, qui sont moins polluants. Il y a même des municipalités dans lesquelles maintenant c'est devenu interdit là, d'utiliser des souffleuses pour les feuilles à essence. Maintenant, il faut des équipements électriques dans certaines municipalités. C'est le cas de la municipalité où j'habite. Là. Au printemps prochain, on n'aura plus le droit là, d'utiliser des équipements à essence pour déplacer les feuilles. Je pense qu'il y a bien des voisins qui vont être contents. Oui, évidemment, là, c'est la santé publique là, qui est concernée. Parce que non seulement ça fait du bruit, ça pollue ces équipements-là, mais en plus, ça soulève un paquet de poussières, puis pas juste des poussières. Les excréments des animaux aussi là, sont vaporisés puis mis en suspension dans l'air. Hein, s'il y a des chats, des chiens qui ont fait caca sur votre terrain, puis que vous passez la souffleuse, ben vous levez ça, puis ça met tout ça en suspension dans l'air. Bon, je pense que ça, là, Albert, là, c'était l'argument massu. Je pense qu'après ça, il n'y a vraiment plus rien à ajouter. Les gens qui pensent peut-être ramasser leurs feuilles ou passer la souffleuse, pensez à ce que dit Albert Mondor. Je pense que c'est un conseil qui est précieux. Albert, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, Philippe, et bon automne. Merci à toi aussi. Albert Mondor est horticulteur, et biologiste.